Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, alors que je cherchais de nouveaux jeux à parcourir, eh bien j'ai découvert une licence que je ne connaissais absolument pas, si ce n'est à travers de Super Smash Bros 4 et Super Smash Bros Ultimate. Cette licence, c'est Xenoblade Chronicles, que j'ai découvert avec l'opus X sur Wii U. Enfin, sur émulateur, mais oui, hein, sur Wii U. Et j'ai été assez choqué d'à quel point le jeu était déjà super beau, mais aussi extrêmement prenant par son scénario, même si j'ai assez vite abandonné cet opus à cause de gros défauts de game design qu'il avait, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et c'est une bonne grosse année plus tard, avec l'annonce de Xenoblade Chronicles 3 et toute la hype qu'il y a eu autour, que j'ai eu l'impression de rater quelque chose de grand, de très grand. Et à l'époque, Pyra et Misra venaient de sortir dans Smash Ultimate, et c'est un perso que j'ai beaucoup aimé jouer, donc ça m'a vraiment donné envie de me laisser tenter à Xenoblade Chronicles 2. Surtout que même si j'ai abandonné le X, eh bien je ne gardais pas un mauvais souvenir du tout. Et c'est ainsi que j'ai probablement découvert une des meilleures trilogies du jeu vidéo. Faut avouer que quand j'ai commencé Xenoblade Chronicles 2, eh bien je m'attendais mais alors absolument pas à autant kiffer le jeu. C'est même une des premières fois depuis un long moment qu'un jeu m'a fait ressentir autant d'émotions. C'est donc tout naturellement qu'après le 2, j'ai enchaîné sur le 1, que j'ai un petit peu moins aimé, mais qui était tout aussi incroyable, notamment par sa structure du monde qui est dingue. Et quand le 3 est sorti, eh bien j'y ai évidemment joué, même si par faute de temps, j'ai arrêté le jeu pendant presque un an, avant de le reprendre juste après avoir terminé Zelda Tears of the Kingdom. Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, je pense que vous avez compris que ce jeu a été une petite déception pour moi, notamment à cause de sa structure et notamment sa structure de scénario beaucoup trop similaire à Breath of the Wild, alors que ce n'était pas utile du tout, ou au contraire même. J'avais donc vraiment besoin de jouer à autre chose. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais Xenoblade Chronicles 3 qui attendait, et où j'arrivais pas à trouver le bon moment pour m'y remettre. C'était donc le timing parfait. Et en même temps, eh bien mon ami Wild du Lolon Coffee, dans le même état d'esprit que moi, reprenait son aventure sur Xenoblade Chronicles 2, et j'ai donc pu redécouvrir le 2 avec lui, et découvrir le 3 à côté. Et c'est justement en redécouvrant le deuxième opus et en jouant au troisième que j'ai remarqué qu'il y a tellement d'éléments que Xenoblade faisait mieux que le dernier Zelda, tout en traitant globalement du même sujet. Mais attendez, retournons un petit peu dans le temps, en 2007. Parce que c'est dans cette année que Monolith Soft, le studio derrière la série des Xenosaga mais surtout des Xenoblade Chronicles plus tard, verra Nintendo devenir un actionnaire majoritaire, profilant donc à un rachat du studio par Nintendo. C'est ainsi qu'ils sortiront 3 ans plus tard Xenoblade Chronicles, en exclusivité sur Wii. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que Monolith Soft va travailler main dans la main avec Nintendo, notamment pour Zelda Skyward Sword, A Link Between Worlds ou encore Splatoon. Ils ont notamment aidé pour Skyward Sword et A Link Between Worlds sur quelques designs et d'autres éléments artistiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, où ils ont été bien plus impliqués, au point d'être carrément les co-développeurs de ces deux jeux, surtout pour le dernier. Ils ont aidé sur le développement, le level design, la topographie et de manière générale l'open world. L'implication de Monolith Soft sur Zelda n'a jamais été aussi importante que sur ces deux jeux, et c'est pourquoi dans cette vidéo j'ai choisi spécifiquement de parler de Monolith Soft et Xenoblade, et non de notre studio. Parce que, hormis leur implication dans la série Zelda, il faut pas oublier que Monolith Soft, c'est surtout à l'heure actuelle Xenoblade Chronicles, leur série phare qui leur aura donné le succès d'aujourd'hui. Et c'est en jouant à ces jeux que j'ai remarqué qu'il y a énormément de points très intéressants à récupérer et qui sont implémentables dans Zelda, notamment sur un point assez con, mais les souvenirs. Dans Breath of the Wild, l'histoire du jeu se construit à base de souvenirs que l'on récupère en allant à certains endroits spécifiques dans le monde. Ce système permet de justifier l'amnésie de Link dans ce dernier, afin qu'il retrouve ses souvenirs d'antan en se remémorant des places qui l'ont marqué. Et ce système permet aussi de mettre l'histoire en second plan pour se concentrer essentiellement sur la liberté et l'exploration. Cependant, dans Tears of the Kingdom, ce système est repris, mais il est bien moins logique et même très mal fait au final. Parce que dans Breath of the Wild, on sait que Ganon est revenu il y a 100 ans, que le royaume a perdu et que les prodiges sont morts au combat. Donc on peut faire les souvenirs dans l'ordre que l'on veut sans risquer de se faire spoiler un élément important. Au final, ces souvenirs ne sont qu'une décoration de l'histoire du jeu. Cependant, dans Tears of the Kingdom, on ne sait pas ce qui est arrivé à Zelda et à l'ancien royaume. Sauf que le système de souvenirs étant le même que dans Breath of the Wild, eh bien si on ne fait pas attention, on peut facilement tomber sur un souvenir qui nous spoil bien l'intrigue du jeu ou des éléments importants. De plus, dans les souvenirs de Tears of the Kingdom, ce qu'il s'y passe à l'intérieur, eh bien en fait c'est très important concernant le scénario global du jeu, notamment dans le monde présent. Sauf que voir ces 10 souvenirs ne change en fait absolument rien dans le monde présent. Par exemple, et attention je vais spoil un élément de Tears of the Kingdom,
Bah qu'on voit dans le souvenir qu'il existe une Zelda marionnette, bah en fait Link il dira littéralement rien à personne tout au long de l'aventure, ce qui baise un petit peu le RP du jeu et ça n'a juste pas de sens. Et c'est tout con, mais dans Xenoblade Chronicles 2, et bien tout au long de notre aventure, on apprend petit à petit ce qui s'est produit dans le passé, grâce à des souvenirs de personnages de jeu appartenant à cette vieille époque. Et ces souvenirs ils sont extrêmement bien calés dans le scénario du jeu, on en apprend petit à petit en même temps que le scénario avance, ce qui fait que ça nous garde en haleine tout au long du jeu. Et ça et bien c'est un élément qu'on aurait dû avoir dans Tears of the Kingdom. Absolument rien n'empêchait à Nintendo de construire une histoire allant dans ce style, tout en gardant la liberté que l'on a. On aurait par exemple pu avoir ces souvenirs plus ou moins en même temps que l'on parcourt les 4 différentes zones du jeu. Et là j'entends déjà des gens qui vont me dire que Nintendo veut qu'on construise l'histoire comme bon nous semble. Sauf que ça, eh bien ok, ça marchait bien dans Breath of the Wild, mais pas dans Tears of the Kingdom. Pouvoir battre le boss final dès le début, ça n'aide pas non plus. Dans Tears of the Kingdom, eh bien ça empêche totalement de bien développer un personnage. Parce que pour reprendre l'exemple de Xenoblade Chronicles 2, eh bien voir l'évolution de mentalité des antagonistes dans le passé et le présent, ou également voir les différents choix qui leur ont amené à ce qu'ils sont dans le présent, eh bien ça permet un développement de personnage bien plus important, ce qui manque cruellement au Ganondorf de Tears of the Kingdom. Parce que vouloir être libre de finir le jeu dès le début, ok c'est marrant, mais à quoi bon si ça brise totalement le développement du scénario des personnages? Encore une fois, dans Breath of the Wild, c'était un pourquoi pas. Les souvenirs ne servent finalement qu'à développer Zelda et les prodiges, et voir en image ce qu'il s'est produit. Mais la trame, eh bien on la connaît dès la fin du tuto, ce qui n'est pas le cas dans Tears of the Kingdom. Donc une construction à la Xenoblade Chronicles aurait été plus en raccord. D'autant que ça n'aurait pas spécialement enlevé cette liberté globale que l'on a. Alors bon oui, ça aurait possiblement enlevé la possibilité de pouvoir taper le boss final dès la fin du tuto. Mais bon, entre nous, à part les speedrunners, est-ce que c'est vraiment vital pour votre plaisir de jeu de pouvoir faire ça? D'autant plus qu'avoir un scénario plus linéaire comme Xenoblade n'empêche pas la liberté d'exploration. Il n'y a qu'à voir Xenoblade Chronicles 3 ou même Xenoblade Chronicles X pour se rendre compte. Des open world gigantesques, très libres, surtout pour le X, tout en gardant un scénario bien structuré, même si le 3 reste plus semblable au 1, soit des immenses zones connectées entre elles sans temps de chargement, mais sans être réellement un open world total comme Xenoblade X ou Breath of the Wild. Mais dans les faits, ça ne change absolument rien ce que je dis. Et autre chose que j'aimerais bien revoir dans Zelda, eh bien c'est les compagnons de voyage. Parce que s'il y a bien quelque chose que Xenoblade fait super bien, eh bien c'est l'écriture des personnages. Que ce soit les personnages secondaires, avec notamment des vraies grosses quêtes à leur effigie, avec carrément des cinématiques et une vraie histoire derrière, mais aussi de nos compagnons de voyage, qui ont souvent aussi le droit à leur moment de gloire avec des quêtes à eux, ou tout simplement tout leur développement au fil de l'aventure. Bon, dans Zelda c'est peut-être un petit peu difficile à implémenter. Dans Xenoblade, on est une équipe de plusieurs personnes, comme dans un JRPG assez classique. Dans Zelda, c'est souvent Link un compagnon. Mais justement, ça manque vraiment d'avoir un compagnon dans un Zelda. Encore plus un compagnon bien écrit et développé. Je pense qu'une aide de Monolith Soft sur une bonne écriture d'un nouveau compagnon de Link pour le prochain jeu de la série ne serait vraiment pas de refus. Surtout quand on voit qu'ils ont vraiment l'habitude de le faire avec plusieurs compagnons dans Xenoblade. Et autre point très différent, mais il y a quelque chose de très cool que je trouve dans Xenoblade, c'est les DLC. Les DLC sont littéralement des jeux à part entière, des DLC standalone, qui se passent avant ou après la trame principale, avec souvent une histoire totalement différente pour enrichir le lore du jeu ou mieux développer certains points de l'histoire du jeu principal. Et en vrai, eh bien j'ai eu une discussion avec des gens sur ce point, mais est-ce que ça n'aurait peut-être pas été mieux de voir carrément Tears of the Kingdom en DLC de Breath of the Wild? Un jeu qui se lancerait dans un tout autre menu, disponible dans celui de Breath of the Wild, et qui prendrait donc place après celui-ci, avec du contenu évidemment coupé, hein, pour pas abuser quand même, et le jeu aurait eu une gueule très différente d'aujourd'hui, avec moins de choses à faire, mais la pilule serait peut-être un petit peu mieux passée pour certains, vis-à-vis de la ressemblance entre ces deux jeux. Alors bon, dit comme ça vend pas du rêve, mais avec du recul, ça aurait pu être sympa pour avoir le jeu plus rapidement, et ainsi avoir un nouveau Zelda dans un monde différent plutôt que prévu. Enfin bon, ça c'était juste une idée dont on avait parlé en vocal sans plus s'attarder dessus, et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler, en sachant qu'à la base Tears of the Kingdom devait être plus ou moins un gros DLC. Donc bon, je dis pas que ça aurait été forcément mieux évidemment, ça on le saura jamais. Et en vrai, tout ce que je dis ce n'est pas exclusif avec Xenoblade Chronicles, je veux dire, le fait d'avoir un scénario structuré et plus linéaire, ça existe dans plein d'autres open world, comme The Witcher 3 ou Red Dead Redemption 2. Cependant, je trouve que le cadre de Xenoblade est extrêmement intéressant, quand on sait que Monolith Soft travaille main dans la main avec Nintendo. Je rappelle qu'ils ont énormément aidé sur le monde de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ce ne sont pas juste des petites aides, les jeux ont été développés à deux, d'autant plus qu'on a carrément la tenue de Rex de Xenoblade Chronicles 2 dans un DLC de Breath of the Wild. Et c'est bien la première et unique fois dans la série quand tel hommage est représenté. On avait aussi des éléments de Mario dans Link's Awakening, mais là c'était relativement différent. Et puis je pense aussi que le développement de Breath of the Wild a bien influencé celui de Xenoblade Chronicles 2, notamment au niveau de l'histoire et de plusieurs autres détails qui sont très bien expliqués dans cette vidéo de Kai Jewelers, que je mettrai en description car il spoil beaucoup le 2. Et je pense que ces deux séries ne peuvent que se bonifier en s'inspirant l'un de l'autre. En tout cas, Monolith Soft et Nintendo n'ont clairement pas terminé de travailler ensemble. Et vu comment leur implication évolue d'opus en opus, eh bien j'aimerais vraiment croire que leur implication aille au-delà de ce qui a été fait dans Tears of the Kingdom. Ils pourraient très bien aider au scénario et à sa structure pour le prochain opus, surtout quand on connaît leur talent là-dessus. Y'a qu'à voir les histoires de zinzin qui nous ont pondu pour Xenoblade 1, 2 et 3 pour s'en rendre compte. Ça nous permettrait de sortir des souvenirs posés aléatoirement dans le monde en éléments d'histoire principale. Et après pour le reste, franchement Zelda n'a rien, mais alors rien du tout n'a envie avec Xenoblade, que ce soit en termes de gameplay ou
surtout d'exploration du monde. Parce que le monde des Xenoblade on peut être super exploré, et bien Breath of the Wild c'est un tout autre niveau, et une réelle leçon sur comment faire un bon open world. Sans parler du gameplay qui est excellent à chaque Zelda. Un somptueux mix entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ainsi que la qualité des quêtes et l'histoire de Xenoblade, avec une implication encore plus présente de Monolith Soft sur Zelda, eh bien ça pourrait être très intéressant, et c'est une superbe piste d'amélioration pour la suite de la série. J'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo d'une piste d'amélioration, en combinant ce qu'a apporté Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, avec les anciens éléments de la série, comme le scénario un peu plus linéaire et les donjons. Et au final, eh bien on s'y retrouve avec Xenoblade, niveau construction du scénario et de l'histoire. Bref, évidemment tout ceci n'est qu'une envie de ma part, après avoir touché à plusieurs autres jeux dont les Xenoblade, que je trouve vraiment excellent et qui fait aujourd'hui partie de mes licences favorites avec Zelda, Dragon Quest et Mario. Il y a des pistes vraiment très intéressantes à parcourir avec ces jeux et Zelda, et je trouvais ça intéressant d'en parler puisque le studio derrière Xenoblade Chronicles travaille de plus en plus avec la team de Zelda. C'est vraiment pas déconnant d'imaginer que leur application ne fera que croître au fil des jeux. Le but n'est évidemment pas de dénaturer la série, ou de changer ce qu'a apporté Breath of the Wild, seulement de l'améliorer avec ce qu'a apporté Xenoblade Chronicles et le savoir-faire des monolithes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimeriez bien voir un changement radical dans la structure de l'histoire de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, pour reprendre ce que Xenoblade et les anciens Zelda ont apporté. Je sais que ça fait 2 vidéos que je mets à mal Tears of the Kingdom, alors que vous savez pourtant que j'ai tout de même adoré y jouer. Quoi que j'en dise, Zelda reste ma licence préférée et de vraiment très loin. Mais c'est justement parce que c'est ma licence favorite que je trouve ça important de savoir la remettre en cause à certains moments. Mon seul souhait à travers ces critiques est que ma licence de cœur devienne parfaite dans le futur. Même si ça n'arrivera sûrement pas, hein, car rien n'est parfait. Mais en tant que fan, c'est évidemment ce que je souhaite. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à m'en donner un retour en commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté Lelon Coffee sur Discord et Twitter. On est une communauté Zelda très chill et on vous accueillera à bras ouverts. Donc si vous voulez passer pour parler un petit peu de Zelda ou même de n'importe quoi, bah venez. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine.